Ça Ça commence. commence. Bonjour Gracita. Donc, je vais juste vous accueillir et puis je vais vous laisser toutes les deux pour une interview donc, de Carole qui a eu la grande gentillesse d'accepter dans le cadre des Nuits de la lecture de nous donner un petit peu de son temps dans cette période Troublé. trouble ou troublée. Voilà. Eh bien, je vous laisse la parole et moi, je coupe Parlant mon de micro. trouble. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bonjour, Alors, bonjour Carole. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette entrevue dans le cadre des Nuits de la lecture. Pour faire un petit parcours, vous avez commencé par le théâtre à 20 ans, puis vous êtes devenue prof de français avant de vous consacrer à l'écriture en 2015. Donc en 2007, il y a votre premier roman qui paraît, donc Le Cœur cousu, et qui remporte le prix Renaudot des lycéens. S'ensuit ensuite en 2011 du domaine des murmures, qui remporte le Goncourt des lycéens. Et avec La Terre qui penche, on est à nouveau dans le domaine des murmures, et cette fois-ci en 1361 précisément, il me semble. Et donc cet été, paru aux éditions Gallimard, c'est votre nouveau roman, donc Les Roses Fauves, et qui fait un écho justement au Cœur cousu, car il est question du destin, de l'histoire de Lola, qui a ses cœurs cousus qui sont remplis de souvenirs, de paroles, de femmes passées dans un autre monde, et qui détient en fait entre ses mains ses secrets, ses écrits, et quelles histoires justement recèlent ces cœurs qui sont cousus. Donc moi je m'occupe du Café en prose et je suis ravie de cette entrevue aujourd'hui. Nous c'est assez simple, c'est un projet qui est consacré en fait aux écrits et à la mise en voie de ces écrits, et ça tombe vraiment bien pour la nuit de la lecture avec le thème de relire le monde. L'idée, c'était vraiment en fait de vous donner voix au chapitre et de vraiment mettre en avant des textes qui ont influencé la création des mondes que vous avez mis à travers des mots dans vos récits, et notamment parce que ces mondes sont assez différents. Il y a fortement l'influence espagnole, mais aussi le monde médiéval. Et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant d'avoir aussi votre perspective sur ces mondes que vous avez fait lire, comment on les lit, comment on les construit, comment on les crée, et notamment comment ces mondes font habiter des femmes entre elles, par elles. Et voilà, donc ce soir, juste à travers voilà, cette petite entrevue, j'ai envie de relire avec vous un peu ces mondes que vous avez mis par écrit dans vos livres. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci pour cette introduction super. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai pas tellement de textes qui m'ont inspiré au moment de l'écriture sur moi. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, à un autre moment, je peux t'envoyer des lectures des textes que je retrouverai et que je lirai, qu'on pourra peut-être monter avec cet entretien. Parce que du coup, là, j'ai vraiment... je suis assez limitée quoi, de ce point de vue-là. Donc, je suis embêtée par rapport à ta question qui est en fait, comment... Parce qu'il est certain qu'en fait, on est construit, on est inspiré par d'autres livres, par nos lectures, que ça soit le roman, la poésie, le théâtre, tout ça, ça entre en fait dans notre propre écriture. Les arts se répondent, d'ailleurs pas seulement les livres en fait et la littérature, mais le cinéma, la peinture, la musique. En fait, tout a sa place au moment de la création en fait. Et tu vois, il y a des moments où, je suis désolée, hein, je te tutoie, mais comme tu es très jeune et moi je suis très jeune. Il n'y a pas de souci, allez-y. Voilà, mais tu peux me tutoyer aussi. Hein. C'est plus facile pour moi. Déjà que maintenant, on est tellement loin les uns des autres. Ouais. Alors, y a une sorte de rebond,
voilà, entre tous ces arts, il y a des moments où en écrivant, j'avais besoin d'écouter toujours la même musique, par exemple, comme si j'avais envie d'entrer cette musique-là dans ce que j'étais en train d'écrire. C'est tellement poreux, en fait. Je pense que voilà, tout ça, c'est tellement poreux. Enfin, à mon avis, en tout cas, moi, au moment où j'écris un roman, le roman est extrêmement poreux. Et donc, en fait, ce que tu es en train de lire, ce que tu écoutes, les gens que tu rencontres, parce que ce n'est pas seulement les arts, c'est le monde qui t'entoure, même si tu écris quelque chose qui se passe au XIIe siècle, et ben finalement, il y a des choses qui entrent dans le roman et qui se transforment et qui entrent dans le roman au XIIe siècle, alors que ça s'est passé à côté de toi le jour de l'écriture ou la veille de l'écriture. Et voilà, ça se transforme. Et ça, il est évident qu'on n'écrit pas à partir de rien. Ouais. C'est impossible. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a rien. En fait, on a besoin de rien pour écrire. On part tu vois, la feuille est blanche et c'est rien. On a besoin d'un stylo, de temps, de disponibilité d'esprit et c'est l'art le plus économique qui soit. Donc, on part de rien. Mais en vérité, non. On est très chargé. Et on est très chargé, comme tu l'as dit, oui, par des lectures, par des rencontres, par des souvenirs, par des sensations d'enfance, par tout ce qu'on a voulu retenir, tout ce qui, et tout ce qu'on a voulu oublier. Et ben, tout ça, finalement, ça ressurgit dans l'écriture d'un roman. Il n'y a rien à faire. Donc, alors, je ne pourrais pas te dire exactement. Je sais que, par exemple, le cœur cousu, pour le début du cœur cousu, j'étais très dans l'univers d'Amérique, en fait. Mais Amérique centrale, je dis Amérique centrale, c'est pas bien parce que les copines mexicaines, elles me disent non, non, on n'est pas Amérique centrale. Mais il y avait beaucoup de Mexique, il y avait beaucoup Juan Rulfo qui était présent, Pedro Paramo, que j'avais beaucoup lu. Sous les conseils, d'ailleurs, sur les conseils d'une amie mexicaine, évidemment. Après, il y avait du Gabriel Garcia Marquez, il y avait tout ça. C'était là, c'était présent. Il y avait ah oui, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de théâtre. Quand j'étais jeune, j'avais ton âge, j'avais envie de faire du théâtre. Et finalement, j'ai raté mon coup et je suis devenue écrivain. Mais ça va. Et, j'avais Lorca, quoi, qui était très présent aussi, en particulier la maison de Bernarda Alba, qui est une pièce magnifique que j'adore. Tout ça, c'était très présent dans la première partie du Cœur cousu. Dans la deuxième partie du Père cousu, dans la deuxième partie du Cœur cousu, il y avait Juan Benet, Tu reviendras à Région. Euh, et, euh, et dans la troisième partie, je me souviens plus très bien, mais je me demande s'il n'y avait pas un peu de Tahar Benjelloun, je pense. Donc en fait, c'est des inspirations que j'ai voulu avoir et c'est vrai que j'ai relu certains passages plusieurs fois. J'ai relu aussi beaucoup de Faulkner. Ça paraît bête hein, parce que William Faulkner n'a pas forcément à voir avec cet univers-là, mais j'en ai lu énormément. Il y a des moments où c'est même c'est comme des amorces. Tu vois, il y a des choses que tu relis, la chair du texte, le style, ce que tu ressens au moment de la lecture d'un poème de Baudelaire eh ben, waouh, tu vois, ça y est. Et ça t'aide à décoller, et ça t'aide à partir. Donc, oui, parfois, j'ai besoin de relire un petit morceau. euh, j'ai besoin de relire un petit morceau de Faulkner, d'Absalom Absalom. Ça m'aide. J'ai besoin de relire un peu de Giono. J'ai besoin de relire Nos d'Albert Camus. J'ai besoin, et tu vois, je sens comme ça que si je les lis, ça va me nourrir. C'est une sorte de. Il y a, et ça m'énerve parce que depuis tout à l'heure, je te parle et je suis en train de chercher des noms. Et il y a des noms qui m'échappent. Donc, je reviendrai avec toute une liste. Oui, tu vois, parce que là, en fait, j'ai la parole qui va plus vite que la pensée. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est super. C'est super inspirant. C'est vraiment comme tremper
tremper ce que tu es en train de manger, le biscuit, là, dans du café, du thé, un truc, et ça prend le goût. Ouais. Et tu vois, il y a quelque chose que tu veux garder du goût des autres. Et puis, vraiment, c'est comme si, alors que tu sais très bien que tu leur arriveras jamais à la cheville, mais c'est comme s'ils t'encourageaient quelque part. Alors qu'au contraire, on pourrait se dire, oh ben non, ça va, quoi. Regarde ce qu'ils ont fait. Pour qui tu te prends, arrête-toi là tout de suite, quoi. Et en fait, non, ça encourage, tu vois. Voilà. Je ne sais pas si ça t'a un peu aidé. Alors après, quand je suis passée dans le monde, parce que le cœur cousu, c'est vraiment l'Espagne, c'est l'Algérie, c'est la fin du 19e, début du 20e. C'est un monde qui est un petit peu au tout début. C'est vraiment un village espagnol, quelque part en Andalousie, mais c'est presque dans un monde mythique, quoi. C'est dans une Espagne rêvée, dans une Espagne fantasmée. C'est vraiment pas très réaliste, même si c'est très concret. C'est pas très réaliste. Donc, on a dit que c'était du réalisme magique. Parce que c'est comme ça qu'on parle de Gabriel García Márquez, justement de Juan Rulfo, les noms m'échappent en ce moment, ça doit être le confinement. Et j'ai été très, très, très touchée parce que je les adorais. Mais dans le réalisme magique, c'est vraiment cette idée que on décolle, on fait quelque chose qui en fait ne peut pas être, ou difficilement, qui ne peut pas exister, mais à partir de choses extrêmement concrètes. Ça a quelque chose de, tu vois, comme, et je fais tout le temps ce rapprochement, mais je trouve qu'il est assez juste parce que du coup, c'est assez sensuel comme univers, le réalisme magique, parce qu'en fait, c'est comme, c'est de la magie qui se fait avec des choses extrêmement simples, parce que c'est souvent un peu une sorte de magie des miséreux, des pauvres, tu vois. Donc, il suffit d'un petit morceau de pain, il suffit d'un peu d'huile, il suffit de quelques mots. Et tout d'un coup, simplement avec du pain, de l'huile et un vieux citron, eh ben, tout est possible. Tu peux lancer des sorts, tu vois. Et ça, c'est cette poésie-là, parce qu'en plus, du coup, moi, je trouve ça très poétique. Et plus que magique, je trouve ça poétique. Donc, en fait, cette première partie, et donc le cœur cousu, était vraiment là-dedans, quoi, dans cette histoire, dans ce monde un peu inspiré justement par le réalisme magique de l'Amérique latine. Les deux romans suivants, comme tu l'as très justement dit, en fait, ils se situent au même endroit. Ils se situent à l'époque médiévale, à 2 siècles d'écart, 12e et 14e, et du côté de la Franche-Comté. Enfin, à l'époque, c'était comté de Bourgogne. Sur les bords de la Loue. La Loue, c'est une rivière que j'adore le nom, la Loue. En fait, je ne l'avais jamais vue avant de commencer à écrire sur elle, mais elle s'appelait la Loue. Je trouvais ça tellement beau. Et puis, la Loue, tu vois, elle a été peinte, enfin, la source de la Loue a été beaucoup peinte par Courbet. Et Courbet, c'est le peintre qui a peint l'origine du monde. Cette femme avec les jambes écartées et l'origine du monde, son sexe. Et il a voulu faire une relation entre l'origine du monde et la source de la Loue. Et moi, ça tombait super bien. Je voulais écrire sur les femmes et je trouvais ça génial. Moi, j'adore cette idée. Ça ne me dérange pas du tout. Hein, cette femme et ce sexe écarté, enfin, ces jambes écartées, ce sexe très osé, et qui est l'origine du monde. Si tu veux, tu vois, c'est là où en fait tu te rends compte que le titre change tout. On aurait pu mettre, tu mets un autre titre, ça devient quelque chose d'infâme. Et là, l'origine du monde est waouh. C'est personne ne peut, enfin à mon avis, les féministes ne peuvent pas se retourner en disant ah quelle horreur. Non, tu vois, c'est magnifique. Donc il y avait Courbet, il y avait l'origine du monde, il y avait ce nom, la Loue, il y avait donc tout ça, ça a été une source d'inspiration. Après, j'ai beaucoup lu à ce moment-là
l'histoire des femmes, qui était dirigée par Georges Duby et Michel Perrault. Ça a été très, très inspirant et j'ai dévoré les historiens. Mais je les ai dévorés alors que je détestais l'histoire. Ah ouais. Au lycée, je détestais ça. Et puis, je détestais ça. Je sais pas, c'est comme ça. J'ai pas dû avoir de bons profs d'histoire. C'est triste, hein, mais et même après, j'étais prof et prof de lettres. En 5e, tu fais l'époque médiévale. Oh, je voulais jamais avoir les 5e. Je demandais s'il vous plaît, pas les 5e. Et puis quand je les avais, j'étais hors programme. Je leur faisais faire d'autres choses, mais pas l'époque médiévale, ça me cassait les pieds. Et là, tout d'un coup, j'ai dévoré les historiens. J'ai dévoré. Alors, il y a des historiens, mais qui écrivent, qui écrivaient comme des dieux. Georges Duby, c'est magnifique. Les femmes du 12e, c'est extraordinaire. C'est vraiment tout son travail sur l'époque médiévale et sur la femme à l'époque médiévale, c'est sublime. Après, j'adore Pastoureau, tout son travail sur les couleurs, sur l'ours, sur le bois, voilà. Après, tu as Le Goff, tu as Zank, tu as Gorevitch. Bon, j'en ai lu plein. Donc ça a été... il faudrait que je vous lise des extraits pour vous donner envie. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement inspirant. Et du coup, j'ai adoré l'époque médiévale. Et j'ai adoré les historiens. Et c'était tellement chouette parce que Duby, à la fin de sa vie, en fait, il a dit qu'il il a travaillé un temps fou sur les femmes médiévales. Et à la fin de sa vie, il a dit qu'en fait, il avait fait qu'apercevoir des ombres dans les interstices de l'histoire. Et qu'en fait, les femmes médiévales avaient été écrites par des hommes et qu'il y avait rien, en fait, quasiment que des fantômes de presque rien, quoi. Et donc, en fait, comme on savait rien des femmes à l'époque médiévale, il n'y avait plus qu'à les imaginer. Et attends, il y a des trucs là qui m'arrivent. Il n'y avait plus qu'à les imaginer. Et c'était génial, parce que du coup, il ouvrait la porte au romancier et donc à moi, et je pouvais imaginer la femme médiévale. Je pouvais essayer de me glisser là-dedans. Et j'ai éprouvé un plaisir fou à me glisser là-dedans, je dis, à travers les lectures des historiens, à travers la lecture des historiens, à travers aussi, pour cet espace-là, en fait, j'ai beaucoup relu le théâtre de Claudel, que je trouvais très important. J'aime son écriture et j'aime son théâtre, vraiment. Qu'est-ce que j'avais lu d'autre? Comme ça, là, c'est vraiment ce qui me vient, mais il y a plein d'autres choses. Hein. C'est qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas très bien là-haut. Voilà. Et justement, quand vous avez... Pardon. Vas-y. Mais justement, quand vous avez évoqué en fait tout cet aspect médiéval, c'est vrai que moi, par contre, au lycée, j'ai bien aimé l'histoire, mais c'est vrai que l'époque médiévale, on la rejette un peu parce qu'on a l'impression que c'est une époque où tout le monde était sale, tout le monde était pauvre, qu'il y avait les rois et tout le monde était pauvre et que c'est pas une belle époque et surtout pas pour la femme. Et c'est vrai que moi, j'avais lu l'année dernière La Chambre des Dames de Jeanne Pourrin, que j'avais adoré. Et je me souviens d'avoir parlé à plusieurs personnes par rapport à l'époque médiévale. Et c'est vrai que c'est une époque qui est assez mal connue par rapport au rôle des femmes et comment c'est défini le rôle de la femme, la féminité, comment elle est perçue, quels sont les enjeux en fait à cette époque-là. Et c'est vrai qu'à travers des romans qui étaient dédiés aux femmes, écrits par des femmes, et La Chambre des Dames, c'est vraiment ça, c'est à travers littéralement la chambre des dames, ces dames, des dames différentes, on traverse la perception des femmes et comment elles se meuvent un peu dans cette époque et à quel point en fait c'est pas si elles étaient libres de penser beaucoup de choses qu'aujourd'hui on a l'impression que à l'époque on ne peut pas penser des choses comme ça et c'était très intéressant et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant que vous soyez que vous ayez écrit en fait justement sur l'époque médiévale à 2 reprises et en plus sur des femmes, des personnages femmes principales. Ouais, c'est vrai que c'est... Et puis toi, tout ce silence finalement féminin à travers l'histoire, ça laisse la possibilité d'écrire des choses extrêmement différentes. Ça te laisse une grande liberté en fait.
Ça laisse une immense liberté. Et je suis assez d'accord, c'est-à-dire que moi, j'irais pas jusqu'à dire que cette époque était extraordinaire pour le féminin. C'est pas vrai, quoi. Non. Je pense pas, tu vois. Enfin, d'ailleurs, il n'en reste pas de traces. Les femmes, tu vois, elles ont laissé très peu de choses. Euh, mais ce qui est certain, c'est que c'était mieux que la Renaissance, tu vois. Et que la Renaissance n'a pas du tout été une période positive pour le pour les féminin. femmes. Ça, c'est certain. Après, je pense qu'il y a, dans l'histoire, le moment qu'on vit en Occident pour le féminin, il est quand même exceptionnel, même si on n'est pas arrivé, tu vois, à une totale égalité. C'est quelque chose de fou, quoi, qu'on vit là. Ouais. Pas de fou. Non, mais par rapport à toute l'histoire, c'est quand même assez dingue, hein. C'est quand même assez dingue. Elles se sont bien battues, les nanas, hein. Non, mais c'est vrai quand même. Attends, c'est waouh. Et je suis admirative. Et justement, je me demandais aussi comment on construit des récits, parce que moi, dès que j'ai commencé Le Cœur cousu, le film qui m'est venu, c'était Bolbert de Almodovar, parce que je trouvais que justement, il arrive aussi dans ses films à faire du réalisme magique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mystique dans tout le récit, mais on ne tombe jamais dans le fantastique et dans les effets spéciaux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais les effets spéciaux. On a vraiment l'impression que ça peut être, même si on sait qu'en réalité, ça n'est pas et ça sera difficilement réalisable. Mais du coup, comment on fait pour vraiment, j'ai l'impression de construire juste un espèce de surmonde. C'est pas le monde tel qu'on le connaît, mais c'est pas non plus un monde qui s'éloigne énormément de ce qu'on vit. Donc c'est comme un film ou quelque chose sur le monde qu'on connaît vraiment. C'est joli, merci. C'est joli ce que tu dis. Ça me plaît bien, hein. Ça me plaît bien. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'enfance. Il y a beaucoup d'enfance. Il y a beaucoup de choses que je pouvais me raconter enfant. Tu sais, moi, j'imagine que tu as dû rêvasser et que tu rêvasses toujours et que tu peux t'inventer des histoires. Moi, je m'inventais des histoires débiles, hein, je veux dire. Enfin, mais en fait, je les aime assez, mes histoires. Toi, par exemple, j'étais convaincue comme les autres à mon âge, enfin à mon âge, à l'époque, quand j'étais jeune fille et encore enfant finalement, j'avais l'impression que enfin, les autres, elles avaient embrassé des garçons et pas moi, tu vois, par exemple. Et donc, je me disais, c'est normal, ils le savent, les garçons, ils savent très bien que si je les embrasse, ils meurent. Là. Et donc, je me faisais des films comme ça, je me disais, c'est normal qu'aucun garçon ne veuille m'embrasser, parce que si jamais, il mourrait. Donc, moi, je m'inventais, et c'est pas vrai, évidemment, c'est pas possible. T'imagines? Enfin, je veux dire, enfin, c'est pas possible. Ah, Ah, t'es tombé. Ah, où es-tu? ça Ah, y est, ça y je est, me suis relevée. c'est bon. Hop. Mais tu vois, évidemment, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, mais je sais pas comment expliquer. On peut le comprendre, tu vois? C'est-à-dire, on en rit et tout, mais on peut comprendre que Oui, ça soit entré dans une tête, dans une petite tête. Euh, et, et, et même, tu vois, ma grand-mère qui me disait, il faut pas se regarder dans le miroir à minuit. Pourquoi? Ben, parce que sinon tu vois le diable. Eh ben non, forcément, quoi. Mais il est minuit, tu as un miroir à côté, qu'est-ce que tu fais? Allez, on va regarder, on va peut-être voir le diable. Mais tu vois, il y a un truc et ça reste. C'est des machins de gamins et ça reste. Et toutes les peurs, toutes les frayeurs que j'avais. Et, et, et tout ce qu'elle a pu me raconter, euh, c'était. tu- Elle venait, elle était née en Algérie et il y avait toute une histoire, toute une magie qui venait à la fois d'Espagne, d'Algérie, qui était, tu vois, et j'adorais ces choses simples avec desquelles elle tirait du merveilleux. Et tu vois, c'est ça, quand on parlait tout à l'heure de la magie des pauvres, tu vois, enfin, bah, c'était ça, quoi. Elle me tirait du merveilleux de n'importe quoi, que ça soit pour manger, parce qu'elle me faisait des choses extraordinaires, des pâtisseries, des gants de cacao, des cornes de gazelle, des tas de choses comme ça. Que ça soit,
tu vois, c'était délicieux. Que ça soit, alors qu'elle vivait dans un tout petit espace, elle me racontait des histoires. Et je me retrouvais en plein désert. Euh, donc, tout est possible. Donc, quand tu dis, voilà, c'est la réalité et en même temps, ça l'est pas, c'est la réalité parce que j'ai appris il y a peu de temps parce que je me demandais où j'étais baignée chez ma grand-mère. Parce que ma grand-mère s'est beaucoup occupée de moi, elle m'a beaucoup élevée. Et il n'y avait pas de salle de bain, donc je ne savais pas où j'étais baignée. Et ma tante m'a dit, ah, mais tu ne te rappelles pas parce que dans la chaudière de l'immeuble, elle était concierge de l'immeuble, et dans la chaudière, là où il y avait le charbon et tout pour chauffer l'immeuble, là où elle était concierge, mon grand-père avait aménagé une baignoire sabot. Et dans cette baignoire, en fait, il me baignait. Et je trouve ça, tu vois, c'est extrêmement réel. C'est-à-dire, il faisait chaud. T'imagines cette ambiance, c'était dans la chaudière, donc c'était un endroit où il faisait chaud. Mais en même temps, il y a du charbon. C'est un endroit dégueu, puisqu'en fait, le charbon s'attache. Tu vois, c'est un truc. Mais c'est là qu'on se lave, c'est là qu'on se lave dans une baignoire. Tu vois. Et j'adore. Ça a un côté magique. Alors qu'il n'y a rien de plus sensoriel et de plus réel que cette chaleur de la chaudière. Et en fait, c'est ça, j'aime bien toucher ça parce que du coup, c'est comme si tout le monde pouvait le comprendre, tu vois. C'est comme si tout le monde pouvait comprendre cette poésie et cette magie-là. Et je pense que chacun, dans nos histoires personnelles et dans nos origines, dans les traditions des gens qui nous ont précédés, on a tous quelque chose de très, très riche et que tout le monde peut comprendre et entendre parce que c'est assez commun, si tu veux, à tous. Et j'adore travailler ça. C'est un matériau extraordinaire. Il ne faut pas chercher finalement à raconter des choses qu'on ignore absolument. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il faut vraiment s'appuyer sur ce qu'on a, mais en le transformant, hein, en faisant plein d'autres choses, en partant au XIIe siècle ou au XIVe siècle ou à l'autre bout du monde, peu importe. Mais en tout cas, s'appuyer sur les choses qu'on a connues de près, qu'on a vécues de près, j'aime bien. Excuse-moi, je suis un peu bordélique, hein, je pars dans tous les Ah sens. non, non, pas du tout. Moi, ça m'intéresse vraiment. Et justement, je voulais rebondir sur ça par rapport au thème en fait, des nuits de la lecture. Il y a une phrase qui m'a marquée qui est relire le monde, c'est aussi relier le monde. Et c'est vrai que moi, tout de suite, je suis partie sur le fait de relier deux parties du monde, notamment à travers notre généalogie, de génération. Vous venez plus de l'Espagne, moi du Congo. Et c'est vrai que justement, à travers la langue, moi, j'avais l'impression aussi de lire la langue de mes parents, mais vraiment de manière propre, et que ça a influencé aussi ma façon de lire le monde. Mais du coup, je voulais vous demander, est-ce que par rapport à vos origines espagnoles et la langue espagnole, est-ce que vous lisez l'espagnol Moi, je suis nulle. Mais est-ce que justement, est-ce que ça vous apporte quand même aussi une lecture de l'espagnol à travers votre grand-mère, votre mère, votre affiliation, comment vous lisez l'espagnol et même l'Espagne en général? Alors, ouais, c'est un petit peu. La complexité du truc, c'est qu'en fait, moi, je suis le fruit d'un double exil. C'est-à-dire que c'est des Espagnols qui sont partis en Algérie et qui ensuite sont arrivés en France, tu vois. Donc, en fait, du coup, l'histoire du cœur cousu Frasquita Carrasco, c'est vraiment l'histoire de mon aïeul qui a été joué et perdu par son mari et qui est parti sur la route sans rien qu'avec ses enfants dans une charrette à bras, et qui est parti, qui a traversé la Méditerranée et qui est allé en Algérie où elle est morte dans la misère, en vérité, en laissant tous ses enfants qui ont dû se démerder. Et donc après, ma grand-mère est arrivée en 49, non, oui, c'est ça, en 49 à Paris. Donc tu vois, c'est Espagne, Algérie, Paris. Et il y a eu plusieurs générations entre Frasquita Carrasco, qui est partie, qui a quitté l'Espagne, et ma grand-mère. Le temps même que les prénoms se francisent. C'est-à-dire que les prénoms se donnent en Espagne de mère en fille et de père en fils. Et donc, mon père s'appelle Richard, mon grand-père s'appelle Richard, mon arrière-grand-père s'appelle Ricardo.
Tu vois, et pareil pour ma grand-mère, Françoise, Francisca, Frasquita, Paquita, tout ça, enfin, c'est pareil, c'est le même prénom. Et donc, oui, donc la langue espagnole, mon père l'avait déjà perdue. Mon père avait déjà perdu la langue espagnole. Ma grand-mère et mon grand-père parlaient espagnol quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Ils s'engueulaient en espagnol, se racontaient des secrets en espagnol. Les prières que faisait ma grand-mère pour les chairs coupées, les chairs brûlées, enfin tous les trucs pour guérir, elle les faisait en espagnol. Mais tout le reste, c'était en français. Et ma mère, c'est du côté de mon père, hein, l'Espagne et l'Algérie. Et du côté de ma mère, c'est l'Est de la France. Et pour ma mère, c'était super nul de s'appeler Martinez. Ma mère s'appelait Conrad. C'était l'Est de la France, c'était hyper rigoureux. Et elle a été tombée amoureuse d'un fils de concierge, tu vois. Et genre, bah, dans sa famille, ça ne se faisait pas trop. Pourtant, elle n'était pas richissime, hein. Elle venait d'un petit village de l'Est de la France. Mais quand même, en fait, elle était tombée amoureuse d'un type qui venait pas de là, quoi. Tu vois, à côté, c'était, voilà, ça ne se faisait pas. Enfin, je sais pas, l'Est, ça avait ce côté un peu. Et donc, elle n'avait pas du tout envie que je m'appelle Martinez. Elle voulait que je m'appelle Martinez Conrad. Alors, t'imagines Martinez Conrad dans la marge, tu sais, quand tu remplis tes copies et tout. Et elle ne voulait pas du tout que j'apprenne l'espagnol. Elle trouvait que c'était la misère pour elle, l'espagnol. Donc, c'était nul, il ne fallait pas apprendre l'espagnol, il ne fallait pas. Et elle ne comprenait pas pourquoi je trouvais ça tellement génial, moi. Tout cet univers-là, il me fascinait tellement plus que l'univers de l'Est, que je trouvais un peu ennuyeux, très religieux, très rigoriste, très. Ma grand-mère, c'était top, quoi. Il y avait pas de place chez les gens parce que c'était trop petit chez eux, mais c'était pas grave, ils allaient faire la fête dans les bois. Tu sais, ils avaient des gros plats paella avec des machins et on allait faire la fête dans les bois, toute la famille se réunissait, c'était énorme, tout. C'était pas grave, enfin, je veux dire, on faisait ça dehors. Et pour ma mère, c'était juste pas possible tout ça, ce monde-là, elle comprenait pas moi, je trouvais ça fascinant, fascinant. Et donc, l'espagnol, c'était comme une langue interdite. Et donc, j'ai perdu cette langue. J'ai été nulle en espagnol. C'est marrant parce que maintenant, ma fille, elle est super bonne en espagnol. Elle veut aller en Espagne et tout. Elle a retrouvé la langue. Mais moi, je l'ai perdue. En plus, je suis nulle en langue. Donc, j'ai vraiment que la langue française. J'ai ni l'anglais, ni l'espagnol, ni l'italien, ni rien. J'ai que la langue française. Et j'aime cette langue. Ouais, je l'aime voilà, parce que c'est la mienne, parce que, je ne sais pas pourquoi je l'aime, tiens d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'aime? Oui, certes, c'est la mienne, mais j'aime particulièrement cette langue. J'aime particulièrement cette langue. C'est super bien aussi que vous puissiez nous donner accès à tout l'héritage espagnol que vous avez eu en langue française aussi. Bah ouais, et de pouvoir savoir d'une personne qui a vraiment cet héritage-là et que ce ne soit pas juste un récit complètement fantasmé, que ce soit vraiment vos racines qui soient là et qui soient écrites par vous en langue française avec votre racine. Ouais, Gracita, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est fantasmé. C'est-à-dire, c'est complètement fantasmé. Tu vois, ma grand-mère, elle avait quasiment jamais allée en Espagne. Et ma grand-mère, l'Espagne, c'était le pays des origines, mais elle n'y était jamais allée quasiment. Tu vois, donc il était complètement fantasmé. Quand je lui ai demandé où Frasquita Carrasco, l'aïeul là, qui avait été joué, où est-ce qu'elle avait traversé la Méditerranée? Parce que soi-disant, ma grand-mère me disait, elle était partie à la rame, en barque, jusqu'en Algérie. Et je lui avais dit, bah alors elle l'a traversé où? Elle l'a pris où le bateau pour ramer, pour aller de l'autre côté? Et ma grand-mère me disait, à Séville. Et je disais, mais, il n'y a pas la mer à Séville. Oui. Tu vois? Elle me disait, mais si, il y a la mer à Séville, mais si. Donc en fait, c'était une Espagne absolument fantasmée. C'était du gros n'importe quoi. C'était, et pareil pour l'Algérie. Mon père, il était absolument convaincu qu'en fait,
à côté de là où il habitait en Algérie. Donc, il a quitté l'Algérie, il est né en 43, il l'a quitté en 49, donc il l'a quitté, il avait 6 ans, mais il était absolument convaincu dans son souvenir, il avait 5 ans, 5 ans. Il était convaincu qu'il vivait à côté d'un désert. Et or, quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle me disait, ben non, c'était un terrain vague. Ah. Et en fait, lui, du coup, il transformait totalement l'univers, en fait, là où il vivait à Oran. Et il était sûr que Oran, c'était. Et moi, il me l'a raconté comme ça. Or, c'était pas vrai, il n'y a pas du tout de désert. C'était un terrain vague. Donc, tu vois, c'est des pays qui sont totalement fantasmés. Mais moi, je trouvais ça tellement joli, ce fantasme, euh, qui fait que, après tout, ben, la Terre, elle est dans la tête, tu vois. Mm. Elle est dans la tête. Elle est dans la tête de ma grand-mère, elle est dans la tête de mon père. C'est des lieux qui sont quittés, qui sont perdus, mais pas perdus complètement, puisque Ouais. on peut encore écrire dessus, imaginer, rêver, fantasmer. Mm. Finalement, la réalité vraie, Bah, ça va d'esprit en esprit oui, entre chaque esprit, il y a des réalités voilà, fantasmées aussi qui se transmettent, exactement. quoi. Exactement, exactement. Parce que, en fait, c'est compliqué de dire ça, c'est vrai. Ouais. C'est Parce que c'est super toujours dur. notre perception, nos émotions qui sont attachées à des Ouais. images, forcément. Donc, autant carrément partir sur le côté, quoi, tu vois. Et parfois, la Terre penche. Ben voilà, parfois la terre penche, mais c'est ça en fait, c'est la bascule. Je pense que c'est tellement difficile d'affirmer. Moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Puis alors, je trouve que aujourd'hui, on nous demande beaucoup d'affirmer les choses, de dire que ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On est dans un monde voilà, et moi j'ai beaucoup de mal à affirmer. Donc partir, tu vois, prendre la tangente et partir du côté d'un truc qui est réel sans l'être. Je sais pas, tu vois, je trouve ça, ça fait du bien. Enfin, je sais pas, ça fait du bien. Ça donne une liberté, en tout cas, assez Ouais, folle. clairement. La poésie, ça donne une liberté assez folle. Et du coup, j'ai une dernière question pour vous. Merci, merci. C'est tout simplement, est-ce que vous avez une recommandation de lecture pour nous à faire la nuit? On est dans La une nouvelle nuit? lecture. La nuit, ouais. Pourquoi la nuit? Non, mais ça dépend. Est-ce que tu aimes avoir peur la nuit ou est-ce que tu aimes être, au contraire, t'endormir? Est-ce que tu aimes t'endormir? Non. Est-ce que tu veux quelque chose Euh, pour bien dormir? Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup la nuit, ce que je lisais quand j'étais gamine et j'avais très peur de la nuit. J'ai toujours eu très peur de la nuit. Je dors peu la nuit. J'ai du mal. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Il y a un truc, c'est bête d'avoir peur de la nuit et de rester éveillé parce que du coup, tu te tapes toute la nuit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, il vaut mieux dormir, comme ça, au moins, tu es tranquille, c'est passé, c'est fini. Ben non, Alors, est-ce que j'ai peur de la nuit et j'aime la nuit en même temps? Enfin bon, les deux. Euh, pour passer la nuit, en tout cas, j'aimais beaucoup lire de la poésie. Je lisais de la poésie à voix haute. J'avais, je crois que j'ai lu 15 fois les Contemplations de Victor Hugo, tu vois. Alors mais je les ai lus et lus. J'ai dû lire aussi 15 fois Baudelaire, Les Fleurs du Mal. C'est vraiment, pour le coup, c'était vraiment des véhicules pour moi pour passer la nuit, justement, pour arriver de l'autre côté de la nuit. Après, si je réfléchis à des livres, alors si tu veux vraiment Non, peut-être des contes d'Hoffmann, peut-être aussi pour la nuit, je trouve ça intéressant. Tu peux... qu'est-ce qui peut être intéressant à lire particulièrement la nuit? Ah là là, j'aime pas ce genre de questions, jamais rien qui me vient en tête alors que Bah, j'ai c'est des déjà tonnes. beaucoup, là, de la Mais, poésie, mais des non, contes. c'est rien, c'est la honte, quoi. C'est- Bah non, c'est déjà beaucoup. Il faut déjà lire ces recueils de poésie, ces contes-là. Ça remplit déjà beaucoup de nuits, je pense. C'est vrai, ça remplit des nuits. Ah, Bah écoute, oui, je sais parce que j'ai pas. pas, Alors, justement, je n'ai pas encore lu Les Fleurs du Mal. Et, non, c'est ça, ouais, tu vas pouvoir. Bah voilà, c'est très bien. et là, voilà, je vais Bon. découvrir cette nuit. Cette nuit, voilà. Découvre cette nuit. Demain soir, nous, on fait un marathon de poésie, si vous voulez vous connecter. Ah, Comme ça, on peut lire de la poésie.
Ah, c'est super, mais je pourrais pas être connectable. Je suis désolée. Je ne Ça serais sera, pas connectable. ça sera pour une autre fois. On sait qu'en pensée, tu fais, Ouais. tu lis beaucoup de Bah poésie. voilà. Et puis bah sinon, peut-être, je sais pas, alors ce que j'ai devant les yeux, là, que j'adore, Les Cavaliers de Kessel, Noces de Camus, du Jean Giono, Anne Beaumugne, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut lire la nuit? Qu'est-ce que. Enfin bon, il y a plein de choses à lire la nuit. Euh, après, après, oui, ça dépend quelle nuit on veut passer. Oui. Ça dépend quelle nuit on veut passer. Si Nous, tu on va veux, pouvoir relire tes livres, hein, Carole, parce que la maintenant, nuit, moi, tu nous en as offert une autre lecture. Donc, tu crois? Bah écoute, super, je suis contente. Merci en tout cas, Gracita. Et je sais que c'était Merci à vous. la première fois que tu faisais ce genre Oui. d'interview. Donc je suis hyper fière d'être ta première. C'est moi ta première fois. Je suis trop Moi, je fière. suis hyper Ouais. ravie de vous avoir Bon, pour ma bah, première entrevue. merci. Bah, je te souhaite plein de super entrevues euh, et, euh, et plein de bonnes choses quoi, dans cet univers de la littérature. Amuse-toi bien, travaille bien. Et puis du réel, bientôt. oui, un peu avec du fantastique, là, avec Un peu de. des Ouais. petits loups qui Oui, courent à mais tu vois, côté. mais du réel, c'est-à-dire qu'on se touche, qu'on soit ensemble. Bientôt, Ouais. Carole, dès qu'on peut, Bientôt, s'il vous plaît, sur s'il place. vous plaît. Venez. Allez, au Merci, revoir. Carole. Bye Au bye. revoir. Merci, Merci, Merci Grace. Grace. beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.